donc 65 ans et plus, on parle d'environ 86% qui restent encore à la maison. Donc, quand on parle d'aînés qui restent dans les résidences privées, c'est environ 10%. En CHSLD, c'est 2,3%. Et pour d'autres modèles d'habitation, c'est environ 1%. Donc, c'est juste pour donner un overview là, qu'il y a plusieurs aînés qui sont encore à la maison et qui veulent évidemment rester à la maison le plus longtemps possible. Un autre élément aussi important, évidemment, qui est au cœur de l'enjeu au niveau de l'habitation, évidemment, c'est le revenu. Donc, il y a ce qu'on appelle le seuil d'acceptabilité au niveau du pourcentage qu'on doit accorder pour le logement. Donc, on ne doit pas dépasser plus de 30% de son revenu pour se loger. Donc, c'est vraiment le seuil là, pour être capable de convenir à ses autres besoins, finalement. Et quand on parle des personnes âgées de 65 ans et plus, il y a environ 46% des aînés qui doivent accorder plus de 30%, donc qui dépassent ce seuil-là au niveau de leur logement. Donc, c'est un enjeu assez important. Quand on parle de la tranche d'âge de 75 à 84 ans, là, on voit 48%. Puis si on voit avec les 85 ans et plus, là, on parle de 59% des aînés qui doivent mettre plus de 30% de leur salaire, de leur revenu au niveau du logement. Donc, c'est vraiment un élément assez important et assez problématique, évidemment. Ce qui représente environ 100 000 aînés au Québec de plus de 65 ans qui doivent se loger dans une habitation qui est non abordable, qui est soit de mauvaise qualité ou qui ne répond pas nécessairement à leurs besoins, donc parce qu'ils ne peuvent pas avoir un logement selon leur revenu qui dépasse ça. Donc, c'est assez problématique, évidemment. Donc, quelques faits saillants au niveau du revenu médian. Pardon, donc c'est des données qui datent de 2010, mais c'est quand même assez semblable en ce moment, là, donc ça peut-être c'est un peu augmenté. Au niveau du revenu médian des aînés de 65 à 64 ans, on parle de 20 000 par année. 75 ans et plus, on parle de 19 000 par année, donc au niveau du revenu. Puis si on parle du seuil de pauvreté en 2010, c'était de 21 000 $. Donc on voit qu'il y a beaucoup d'aînés au Québec, malheureusement, qui vivent sous le seuil de pauvreté, malheureusement. Donc, quelles sont les principaux préoccupations, mais plutôt aussi les principales sources de stress, je dirais. Donc, toutes ces informations-là, je vous dis que c'est puisé là, du projet CADA que je vous mentionnais tantôt, avec qui on a collaboré avec le Centre de recherche sur le vieillissement à l'Université de Sherbrooke. Donc, de là viennent les données, évidemment. Donc, les principales sources de stress, je vous dirais, c'est évidemment relié à l'état de santé. Donc, la détérioration fait en sorte qu'on doit, évidemment, se reloger pour ces raisons-là. C'est une grande source de stress, évidemment. Le changement de milieu de vie, donc c'est un stress pour tout le monde, mais encore plus quand on doit changer de municipalité, on doit se rendre dans les plus grandes villes aussi pour se reloger, donc c'est très important, évidemment. Et tous les coûts qui sont associés aussi pour adapter finalement le domicile. Donc, on veut rester le plus longtemps possible dans son domicile, mais on doit investir des coûts importants pour adapter son milieu. Donc, des fois, c'est évidemment une source de stress importante qui fait en sorte qu'on doit se reloger. Ce qui est sorti un peu de cette recherche-là, c'est qu'il y a beaucoup d'aînés qui sont trop riches pour accéder à des subventions pour le logement, mais qui sont trop pauvres pour s'offrir des services, par exemple, en résidence privée. Donc, on est vraiment quand on a fait le projet, c'est vraiment de se concentrer sur les aînés qui se retrouvent dans ces deux-là, de voir qu'est-ce qu'on peut offrir comme modèle intéressant pour ceux qui sont justement trop riches pour avoir accéder à des subventions, trop pauvres pour aller en résidence privée. Donc, quelques enjeux, je vous dirais plus des besoins. Donc, évidemment, c'est toujours de rester chez soi dans son milieu de vie où on était plusieurs années. Aussi, d'avoir une certaine proximité avec des voisins ou qu'on appelle plutôt des surveillants, pour avoir des gens autour de soi, un réseau finalement qui est présent pour, quand on a besoin, avoir justement combler certains éléments, les services et tout ça. Aussi, l'enjeu au niveau de la taille de l'habitation. Donc, souvent, on doit se reloger parce que, bon, une grande maison, c'est beaucoup d'entretien aussi, donc de devoir avoir du temps disponible puis d'avoir, en fait, la santé qui est disponible aussi pour s'occuper de cette maison-là. Donc, d'avoir une maison de plus petite taille, c'est mieux à ce moment-là aussi. Évidemment, aussi un enjeu important ou un besoin important, c'est un lieu de rassemblement. Donc, tout ce qui est d'avoir une vie sociale, d'avoir un lieu où on peut côtoyer des amis, des connaissances et tout ça, c'est très important. Et d'être en mesure de poursuivre ses activités habituelles si on doit aller dans un autre milieu ou rester finalement.
Donc ça vient évidemment avec d'autres éléments. C'est sûr est-ce que les résidences privées sont adaptées pour ça au niveau du coût aussi? Est-ce que aussi on peut s'assurer de la survie de ces petites résidences-là, par exemple, qui naissent dans les municipalités, donc d'assurer la survie de ces types d'habitations-là aussi? Et finalement, d'être en mesure d'avoir un lien de confiance avec d'autres partenaires aussi, avec d'autres aînés dans son milieu. Donc, c'est important d'avoir un milieu de vie qui crée tous ces éléments-là, qui rejoint ces besoins-là. Donc, MADA. Évidemment, MADA, c'est vraiment dans un but c'est une démarche qui vise à développer un milieu de vie qui va vraiment répondre aux besoins des aînés. Et l'habitation, c'est central à ça. Donc, évidemment, ça fait partie des enjeux. Dans les plans d'action, on retrouve énormément de mesures qui ressortent du processus pour mettre en place des mesures, des modèles d'habitation qui vont être adaptés aux aînés de maintenant, mais aux aînés du futur aussi. Donc, c'est un élément important à considérer. Puis, dans le cadre de la démarche MADA, ce qui est intéressant, c'est qu'on doit passer par un processus, par exemple, au niveau du portrait du milieu, au portrait des services qui sont offerts. Est-ce qu'on peut aller chercher des données à ce niveau-là qui vont nous permettre par la suite d'avoir des données intéressantes pour avoir des mesures qui vont être adaptées à ces besoins-là. Donc, on doit passer par ce processus-là dans le cadre d'une MADA, donc c'est pour ça que c'est intéressant. Et on doit évidemment déposer un plan d'action qui va répondre à ces besoins-là aussi. Quelques défis, évidemment, pour les municipalités, il y en a plusieurs. Donc, c'est d'être en mesure de considérer, non seulement d'être en mesure de pouvoir collaborer à des modèles ou des projets d'habitation pour aînés, mais de considérer aussi le milieu de vie de façon globale, dans le sens où l'habitation doit aussi être dans un milieu ou un environnement où c'est possible c'est sécuritaire, c'est accessible également, où on retrouve beaucoup de services de proximité, des loisirs aussi. Donc, c'est vraiment un enjeu au niveau de localiser aussi ce modèle d'habitation-là dans son milieu. Donc, c'est important. Il y a aussi au niveau des changements des normes, donc on doit parfois faire face à des réglementations qui sont plutôt visuelles, donc de voir qu'est-ce qu'on peut faire, comment on peut améliorer ça, comment on peut assouplir certaines normes aussi pour permettre des modèles, par exemple, de cohabitation intergénérationnelle. Donc, c'est tous des enjeux qu'on doit se questionner aussi, puis de retrouver un peu sa place là-dedans aussi. Parce que la municipalité, elle a un rôle important, mais son rôle se situe à différents niveaux, peut être leader sur certains éléments et peut aussi être partenaire sur certains éléments aussi qui sont très importants. Donc, c'est de voir aussi que c'est un travail finalement qui se fait avec d'autres partenaires du milieu, évidemment. Donc, quelques mesures municipales inspirantes. Là, je vais laisser la place au projet, évidemment, mais c'est juste certains éléments qui sont ressortis des plans d'action. Par exemple, MADA, c'est d'assouplir les normes municipales, comme je mentionnais, au niveau de la cohabitation intergénérationnelle. C'est aussi de faire d'organiser des séances d'information aussi auprès de ces aînés, de dire qu'est-ce qu'on retrouve, quels sont les modèles finalement on entend parler souvent des mêmes modèles, mais est-ce qu'il y en a d'autres qui ressortent de ce lot-là? Donc, c'est d'être à l'avant-garde de ça et de prévoir des séances d'information, par exemple, pour les aînés. Et aussi de former un comité. Dans le cadre de MADA, on va former un comité de pilotage, donc avec des élus, avec la table de concertation qui est présente, des organismes aînés aussi. Donc, est-ce qu'on pourrait également former un comité permanent qui s'occupe par la suite de vraiment se questionner sur les questions sur l'habitation des aînés. Donc, vraiment d'avoir un sous-comité qui est permanent et qui poursuit ces démarches par la suite. Donc, c'est quelques mesures que la municipalité peut mettre en place, évidemment. Donc, avec ceci, donc ce que je parlais d'abord, le projet qu'on a fait avec le Centre de recherche sur le vieillissement, c'est créer un cahier d'information et de sensibilisation qui est disponible sur notre site web. Vous avez le lien ici, donc vous pouvez accéder directement. Donc, dans ce cahier-là, on retrouve, entre autres, plusieurs modèles innovants donc, que le Centre de recherche a noté, donc de partout aussi, pas nécessairement du Québec, mais d'ailleurs aussi, donc pour inspirer les municipalités à dire qu'est-ce qu'on peut faire dans son milieu. Et on trouve également un guide quand on est rendu à faire un portrait de son milieu, de voir qu'est-ce qu'on doit chercher comme données au portrait du milieu pour répondre finalement, d'aller chercher des données intéressantes pour les mesures qui portent sur l'habitation des aînés. Donc, c'est vraiment le guide étape par étape et tout ça. Et on a créé aussi 2 vidéos inspirantes de milieu qui est plus urbain, l'autre qui est plus rural, donc pour inspirer encore une fois les municipalités là, à passer à l'action aussi.
Donc, je laisse la parole à mes collègues ici à l'avant. Donc, en fait, les 3 présentations, c'est des 3 projets en fait, qui sont issus de Créneau. Créneau qui est, je l'ai écrit pour essayer de ne pas me tromper. Donc, Créneau, c'est des entreprises collectives en service aux personnes âgées ou en perte d'autonomie. Donc, sur lequel le Carrefour municipal Famille siège. Donc, c'est vraiment une initiative gouvernementale avec laquelle le comité s'est formé avec plusieurs partenaires. Donc, c'est vraiment pour chercher en fait de trouver des solutions innovantes pour répondre aux besoins des aînés finalement. Donc c'est des projets qui sont issus du Créneau, donc je vais laisser la parole à mes collègues en avant. Moi, je suis Denise Robitaille du groupe d'aménagement de logement populaire, le GALO, qui est le groupe de ressources techniques de la région Lanaudière. Nous, on accompagne les groupes dans la réalisation de leurs projets d'habitation communautaire. Frédéric Labé, professionnel de la santé et représentant FIC pour Lanaudière, qui est un partenaire dans le projet des petites maisons, en fait, qui est venu l'idée originale de la FIC, bien l'idée des petites maisons, donc je suis représentant de la FIC Lanaudière. Benoît Thibault, chargé de projet pour le GALO, dans le cadre du projet de la FIC et de d'autres petits projets qu'on a aussi partout. Ça, c'est parti? C'est parti. Donc, au niveau de la présentation, ça va comprendre la vision qui soutient le projet, un état de besoins et des ressources actuelles, le modèle organisationnel, l'organisation des soins et des services, le cadre immobilier, l'analyse financière, les étapes de réalisation, le montage financier et le tout en 15 minutes. C'est pas moi qui ai décidé. On va essayer. Et Denis, Stéphane, les autres, on va avoir une chance. Différent. On va essayer. Vas-y, mon Frédéric. Donc, dans le fond, le constat initial qu'on a fait, moi en tant que professionnel de la santé, puis en tant que représentant pour la FIC qui font partie des professionnels de la santé, le constat était assez simple à faire. Dans le fond, une personne qui commence à avoir une perte d'autonomie n'a pas grande avenue où qui peuvent se diriger ou qui peuvent avoir des ressources pour les aider. On ne se cachera pas qu'une personne qui commence à avoir des pertes d'autonomie va commencer par avoir des proches aidants qui vont venir les aider. Puis il y a aussi le service à domicile qui peut être possible, de venir à la maison pour pouvoir venir donner des soins. Sauf qu'on je ne sais pas si vous êtes au courant, mais les soins à domicile, c'est une minorité de personnes qui peuvent s'en bénéficier parce qu'il y a un nombre d'heures requis qui peuvent être autorisés pour avoir des soins à domicile. Donc, aussitôt que la personne ne commence plus à cadrer dans cette case d'heures soins comme on utilise, elle va être obligée de se présenter à l'urgence, puis par la suite de commencer le processus de relocalisation, de changement d'établissement. Donc, de casser domicile, de ne pas savoir où elle va devoir se rendre, qu'elle va s'en aller soit en ARI, qui est une ressource intermédiaire, qui est comme l'entre-deux entre le domicile et le CHSLD. On ne se fera pas des cachettes, là. Une ARI, c'est un CHSLD camouflé, là. La personne, elle va rentrer, elle va avoir besoin de soins, plus que les heures, les soins vont augmenter. Malheureusement, la personne va être obligée de faire des déménagements continuels, puisque l'endroit ne s'acclimatera pas à la personne, mais bien la personne doit s'acclimater aux soins. Donc, la personne va être obligée de déménager, ça l'apporte des délirium, des pertes d'autonomie, ça va accentuer sur certaines maladies, qui fait que là, la famille a encore plus de misère à pouvoir aller s'occuper de leurs membres de leur famille. Donc, la personne va se tomber isolée, va avoir au moins un grand cercle d'amis. En plus d'être isolée, elle va peut-être être rendue à 75 km de où était sa demeure. Fait on ne se cachera pas que l'idée était que la personne, elle va tomber seule, puis sa fin de vie va se faire comme ça. Donc, nous, on a décidé de sortir une idée. Notre idée était de faire un endroit où est-ce que les personnes pouvaient venir demeurer comme s'il était à domicile, en ayant l'encadrement. C'est comme s'il serait, je utilise le terme CHSLD, mais c'est pas ça qu'on peut faire du tout, mais juste pour vous donner un peu l'image des personnes qui sont plus concrètes avec le CHSLD, c'est que dans cette demeure, la maison des sages, c'est où est-ce que la personne va pouvoir résider, mais qu'elle va être encadrée avec des soins, pas juste les soins physiques, là, comme juste les pilules, ces choses-là, c'est le soin en général. Il y a aussi l'aide à la vie domestique, la VQ, l'aider aux soins. C'est vraiment comme ça serait à domicile, mais avec un encadrement présent. Donc, le soin va s'adapter à la personne, mais non, la personne va s'adapter aux soins. Le but de la maison est que le soin s'adapte à la personne. Donc, la personne va rester physiquement à la même endroit en tout temps, et le soin va s'adapter à cette personne.
ça. Là. Ouais, c'est pas mal. Je sais pas mal fait le tour de celle-là. Dans le fond, là, qu'est-ce que ces maisons-là vont comporter? Ça va être divisé en 4 maisons. Oh, Le projet. Ouais, c'est bon. Ça va être divisé en 4 maisons. Les maisons vont comporter 16 chambres sur 2 ailes de 8 chambres, avec un aire commune centrale, une cuisine commune, puis le poste de soins qui va être central avec la cuisine, qui va être un lieu de rassemblement pour tous les résidents qui vont être présents dans le centre, mais qui vont chacun avoir leur chambre. Puis s'il y a des couples qui veulent se présenter, il va y avoir 2 chambres aux 2 extrémités de la bâtisse, qui vont pouvoir avoir des murs qui vont être movibles pour pouvoir avoir une commodité pour le couple, qui va faire une plus grande chambre pour permettre au couple de pouvoir habiter à la même endroit, qui n'auront pas à se séparer, parce qu'on ne se le cachera pas que toute personne qui doit se diriger vers le système de la santé souvent doit faire une séparation pas seulement du domicile, mais aussi de leur conjoint, parce qu'ils ne puissent pas les suivre. Puis ils vont aussi avoir des salles communes pour pas oublier le facteur familial, pour pouvoir avoir des rassemblements familiales qui vont pouvoir continuer comme s'ils seraient à domicile. Il va y avoir des endroits qui vont être attitrés vraiment pour pouvoir faire ces rassemblements-là familiales pour avoir vraiment une commodité. Et pour avoir une mixité, parce que c'est vraiment important que c'est pas parce que la personne s'en vient dans nos maisons qu'elle va être coupée de la civilisation. On va aller chercher une mixité. Donc, l'élaboration d'un 2e étage avec des logements qui va être instauré pour avoir une mixité, soit avoir des logements à faible revenu, aussi pour nos résidents, puisque on a aussi des résidences au CHRDL qui, eux, ont besoin de logements, donc il va y avoir les logements accessibles pour eux en haut, il va y avoir pour les étudiants, les médecins, ou même les familles ou conjoints. Tu sais, s'il y a un conjoint qui est vraiment autonome et qui ne veut pas être trop loin de... Je dis un conjoint ou une conjointe, là, mais qui veut pas être trop loin de son conjoint-conjointe, qui va pouvoir demeurer au-dessus sans être absolument au rez-de-chaussée dans les chambres. Dans le fond, ils vont pouvoir avoir un domicile qui va leur permettre une commodité plus rapide pour aller visiter leur conjoint-conjointe. Et une accessibilité beaucoup plus accrue dans le centre avec une salle commune, aussi l'intégration d'un centre de jour pour avoir une autre mixité de monde qui vient de l'extérieur, qui vont pouvoir socialiser avec nos résidents en place. Il faut vraiment continuer s'il sera à domicile. Vraiment, la personne, il faut qu'elle considère qu'elle est encore à domicile, mais avec un encadrement de soins et de présence accrue. Oui. Bah, on va prendre dans le fond, on va prendre la fin. Quand ils vont finir, on pourra prendre les couleurs. C'est quoi votre question? On va essayer de répondre. Est-ce que c'est ce qui nous a expliqué? Est-ce que c'est déjà décidé, la place est faite ou si c'est des projets à venir? Bon, on va prendre les questions à la fin. Mais... On est au début du projet, fait au niveau de la présentation, on va vraiment cheminer vers où on en est aujourd'hui, en 11 mai 2018. Ajouter qu'au niveau de ces grandes chambres-là, il va y avoir une salle d'eau dans chacune. Hein? Parce qu'on sait comment c'est difficile pour l'avoir vécu avec belle-maman. Le partage d'une salle d'eau, 2 chambres, c'est pas faisable. Donc, il y a une salle d'eau par chambre. Si on regarde par rapport aux besoins, hein, parce qu'on s'en parle beaucoup depuis ce matin, donc on se dit que la situation est extrêmement préoccupante. La population de 65 ans et plus, au cours des 18 prochaines années, augmente de 75 %. Donc on va passer de 88 000 à 155 000. La tranche d'âge des 85 ans, elle va augmenter de 163 %. Alors que les 75-84 va plus que doubler d'ici 2035. Donc, on se regarde, là. 2035, c'est pas si loin que ça. On se regarde. Oui, en tout cas, je me regarde. OK. Cette situation présage d'un choc, hein, sur la demande de services de maintien à domicile, comme expliquait Frédéric tantôt, pour les ressources d'hébergement. Donc, il y a eu des enquêtes qui ont été faites sur la perception des aînés sur leur situation de santé. Puis, ce qui ressortait, c'est que par rapport aux données 2015, comparées à celles de 2000-2001, dans le Naudial, on a encore une perception que notre santé est plus ou moins bonne, alors qu'à travers le Québec, il y a une tendance autre, finalement, par rapport à l'état de santé. On était un peu plus positif que par rapport à notre région à nous.
Ensuite, si on va un peu plus loin, en termes d'incapacité au niveau des aînés, là, nos doigts, la direction de santé publique, elle estime que le nombre d'aînés, là, nos doigts, a une incapacité modérée ou grave de 20 600. Donc, on est de 20 600 actuellement et on va passer à 40 600 en 2035. Donc, ce qu'on dit, c'est que l'état de santé de la population, des personnes aînées, entre autres, ça s'explique en grande partie par les conditions dans lesquelles les personnes ont vécu. Et puis qu'en mettant en place des actions pour améliorer les milieux de vie, les revenus, le logement, bien, on va aussi améliorer l'état de santé des personnes. Toujours bon? Toujours. Toujours. On continue au niveau des besoins. Bon, la maladie d'Alzheimer, ce qu'on dit, c'est que le nombre de cas de la maladie d'Alzheimer va plus que doubler dans la Naudière d'ici 2030. Donc, en 2018, on parle de 12 ans. Puis le fait que cette maladie-là est irréversible, puis que les traitements actuels puis l'adoption de certains modes de vie peuvent souvent ralentir de façon significative l'évolution de la maladie. Donc, la santé publique peut donc jouer un certain rôle pour atténuer les effets. Comme cette maladie a des conséquences importantes sur l'autonomie des personnes, sur leurs proches, sur la capacité du réseau de la santé et des services sociaux de répondre aux besoins de la population. Enfin, ça aussi, ça fait partie des besoins actuels au niveau de la santé. Donc, puis cette situation-là interpelle finalement l'ensemble de la société. Hein? Il faut trouver des réponses. Quand on va un peu plus loin, donc là, le tableau, je vais lire. Là, tu vas être drôle. Donc, en 2017, on comptait en ressources d'hébergement pour les aînés dans la Naudière 661 places en ressources intermédiaires, ce qu'on appelle les RI. Donc, 661. 6 462 places en résidence privée pour aînés, puis 1 746 places en CHSLD public et privé. OK? Les besoins de près de 5 230 lits d'hébergement. Ça, c'est la courbe mauve. Exact. Hein? Celle du milieu. Celle du milieu. Donc, soit près du triple que le nombre actuel. Là, on parle du besoin futur. Près du double du nombre de places en RPA, la courbe bleue du haut. Ensuite de ça, un urgent besoin d'augmenter leur nombre et particulièrement de trouver des moyens novateurs pour y arriver. Au niveau du domicile traditionnel, c'est aussi une forte hausse en nombre absolu. C'est une hausse de plus de 150 qui va avoir un impact important sur la demande de soutien à domicile. Ça va? Vous gardez le moral? Donc, c'est avec tout ça qu'on s'est dit ce projet-là est important et est majeur. Les normes du M3S, donc, ce que ça dit, que les lits en CHSLD, c'est un taux de 3,61 par 1000 personnes pour les 70 ans et plus. Les places en RI, c'est un taux de 1,06 pour les 70 ans et plus encore. La résultante, nous avons un besoin cumulé en 2035 de 5 566 places de CHSLD et RI. En parallèle, quand on regarde au niveau du domicile, une hausse de plus de 150 ce qui aura un impact important sur la demande de soutien à domicile. Donc là, vous voyez toutes les augmentations et les besoins qui grandissent. Donc, c'est là, quand je vous disais au début qu'on se disait que la situation dans la Naudière est préoccupante, bien, ça vient démontrer tout ça. Donc, puis ça démontre aussi tout le sens du projet des petites maisons. Au point de vue socio-économique, il y a près de la moitié des 65 ans et plus qui bénéficient du supplément de revenus garanti. Souvent, nous, on demande à la direction de santé publique de retourner chercher finalement les statistiques au bout de quelques années pour s'assurer que cette situation-là est toujours là, et elle est toujours là. À compter de 60 ans, il y a 37 des ménages qui ont un haut taux d'effort financier pour se loger, donc 30 et plus de son revenu, comme nous disait tantôt la personne qui n'est plus là. À 75 ans, c'est 56 des ménages qui ont un haut taux d'effort financier. Donc, près de la moitié des 65 ans qui bénéficient du supplément de revenu garanti. Donc, on peut dire que la majorité des personnes aînées vivent avec un revenu minimal. Après avoir lu toutes ces statistiques-là, le projet... Deux secondes.
Je vais demander, vous allez être d'accord avec moi, je pense qu'on va prendre le 15 minutes qui a été confié est fini, donc ça n'a pas de sens cette histoire-là. Il est fini? Non, mais vous allez continuer. Je demande à la salle de m'appuyer, de dire que dans le fond, on va écouter les 3 projets, puis la discussion, on la fera une autre fois. Vous êtes d'accord avec ça? Oui. Parfait. On est arrivé dans Non, ça n'a pas de sens. Le mandat qui m'était confié n'avait pas de sens. Donc, on va prendre le temps de les écouter. Vous êtes d'accord, je suis sûr? Oui. Adopté à l'unanimité? Oui. Parfait. Merci beaucoup. Majorité? Suite à la recherche avec tous ces chefs-là, on a fallu s'asseoir et décider un peu du modèle organisationnel qui pouvait être retenu pour réaliser ce beau projet-là. Ça, c'est très difficile à lire, là. Oui, vous allez l'avoir sur les documents. Oui. Ouais, c'est Donc, en comité, on s'est assis et on a discuté du modèle organisationnel qu'on pouvait avoir soit une coop ou une OBNL. Donc, on a mis sur papier ce qui nous était cher pour réaliser ce projet-là, c'est de réussir à avoir une fondation, d'avoir un organisme qui était propriétaire du bâtiment et d'avoir soit un OBNL ou une coop qui, lui, s'occuperait du milieu de vie et des soins. Donc, c'est ce qui soit dissocié pour s'assurer vraiment d'avoir une commodité plus accrue sur les soins et d'avoir un regard plus pointilleux sur les soins. Tandis que l'autre organisme qui s'occuperait du bâtiment, eux, ce serait plus au niveau de la gestion et de l'entretien. Tu veux juste donner un exemple? Oui. Maximum 30 minutes par personne. Je me dépêche. Les maisons d'à côté, là, que vous connaissez peut-être, le propriétaire, c'est un organisme sans but lucratif qui s'appelle la Société de logement populaire. À l'intérieur de ces maisons-là, ce sont les maisons d'à côté qui s'occupent des personnes, de donner des services aux personnes handicapées. C'est ce modèle-là, finalement, qu'on reproduit ici avec une fondation nationale au niveau des services. Donc, ce qui a été retenu, c'est l'OBNL pour avoir les soins, d'avoir un suivi, puis de pouvoir demeurer toujours accès au accès logis, puisqu'on va faire le deuxième étage avec des logements. Donc, c'est l'OBNL qui a été retenu. Et dans le fond, pour créer l'OBNL, on a dû créer le nom. Donc, de là vient le nom, la Maison des Sages de la Nodière, avec le conseil d'administration provisoire qui est en place pour pouvoir gérer ça. Sauf que le conseil d'administration éventuel, quand la bâtisse sera érigée, il y aura un siège pour chaque personne qui voudront qui siéger, autant les résidents que la membre de la famille ou les personnes chères aux personnes présentes dans les établissements pour le conseil d'administration. On a la possibilité d'être présent sur le conseil d'administration pour pouvoir orchestrer cet édifice. Et les soins et services. Dans le fond, on a été, comme je vous disais tantôt, les soins à domicile, nous, la personne, on veut qu'elle soit considérée à domicile. Donc, le soin à domicile, avec le CIS, on a eu des rencontres avec le CIS, ont accepté de pouvoir venir prodiguer des soins à la Maison des Sages pour les personnes qui seront en place, qui ont recours aux soins à domicile. Le CIS s'est engagé à vouloir venir donner les soins. Mais, en plus de ça, nous, la Maison des Sages, nous aurons notre personnel en place pour assurer une sécurité, une présence et un suivi de soins qui va être élaboré par nos infirmières en soins à domicile qui auront établi le protocole. Nos infirmières qui seront en place, infirmières exemples, vont pouvoir, eux, continuer les soins. Puis, il y aura beaucoup de partenariats là-dedans, la coop DSA, des ADN naturels et certains autres services et la SLOP qui seront présents dans notre projet. L'élément clé, ça vise une stabilité et une qualité de service personnalisée. Dans le fond, c'est d'avoir le personnel va aller chercher une stabilité pour pouvoir permettre aux résidents de toujours associer le même visage sans avoir de roulement de personnel accentué comme on vit dans les CHSLD, dans les ressources intermédiaires. De pouvoir avoir vraiment une présence de personnel qui vont être assujettis aux heures de soins qui ont besoin les résidents. C'est pas mal ça. Donc, en gros, au départ, Frédéric vous a résumé c'était quoi l'idée originale, initiale. C'était, dans le fond, c'est d'avoir une approche qui est flexible, polyvalente, qui est capable de s'adapter à diverses situations, diverses populations, diverses localisations physiques, géographiques. Donc, puis, à partir de là, on a eu des visites auprès d'une installation, d'un projet pilote qui a été réalisé il y a plusieurs années à Saint-Eugène de Lillet, qui était une maison deux maisons de 16
qui était très intéressant, où que le milieu de vie était vraiment extrêmement différent de tout ce qu'on peut retrouver dans un CHSLD. C'est des petits modules avec des services communs, mais les chambres sont regroupées en petits modules de 8 chambres, beaucoup plus humains, les contacts, la présence du personnel, la stabilité du personnel, beaucoup de motivation. Et le modèle, on s'est aussi basé, le modèle du bâtiment, on s'est basé sur Saint-Eugène, on s'est basé aussi sur un projet qui avait été avancé par le C3S du nord de la Naudière à l'époque, qui était pour dégager les unités du 2B, dégager Sainte-Élisabeth, c'était de créer des maisons de 32 lits qui pouvaient s'en aller dans divers villages. Mais ce projet-là n'a jamais pu voir le jour, faute de financement du ministère de la Santé. Le ministère de la Santé, c'était très clair, il finance pratiquement plus d'immobilisation. Fait que nous, on a un peu marié tout ce qui était les intentions de projet en termes de vision, en termes aussi des statistiques par rapport à la Naudière, ce qui est vraiment concret. Le modèle qu'on présente, c'est un modèle de bâtiment qui est flexible, dans le sens, comme on peut le voir à gauche, il peut être monté en cruciforme. Chaque aile a 16 chambres. Ça peut être monté en groupe de 2. Si c'est une municipalité, c'est plus petit, bien, il fonctionne avec 32. Si une municipalité est plus grande, elle peut monter à 64. On peut mettre 2, 4. Il y avait vraiment quelque chose qui est physiquement flexible et adaptable aux diverses situations, selon les terrains qui sont disponibles. La configuration du module du bâtiment permet vraiment d'aller dans le sens de la mixité qui était souhaitée, c'est-à-dire la mixité à l'intérieur de ce qu'on appelle chacune des maisons, avec des 8 chambres qui permettent un certain regroupement, si nécessaire, au niveau de clientèle. Il peut y avoir des clientèles beaucoup plus autonomes dans un des groupes. Clientèle qui peut avoir des troubles cognitifs si c'est le mode de fonctionnement qui est souhaité dans un autre, sans influencer, sans avoir d'impact sur l'autre clientèle. D'avoir accès à des espaces extérieurs aménagés, accessibles, de pouvoir être en contact avec les éléments de société, un jardin, un parc d'enfants à proximité, des choses comme ça. C'est un modèle qui permet ça. Lui aussi, le modèle physique permet de prévoir au deuxième étage, ce qu'on Frédéric a mentionné un peu tantôt, des logements qui peuvent être pour des étudiants, pour être pour un parent qui veut rester proche de son autre, un parent ou un conjoint qui veut rester proche de l'autre conjoint, qui aurait lui besoin d'heures soins, de beaucoup de soins. Ça permet aussi au deuxième étage d'avoir une salle communautaire pour faire une grande fête, une fête de Noël, quelque chose comme ça. Il reste environ 5 minutes. 5 minutes? L'essentiel. Okay. Le projet physiquement déposé au 6 de la Naudière pour une demande de terrain, on attend leur réponse. Il comprendrait 2 phases. Une première phase, 1, qui est 2 maisons, maison A et B, 16 chambres chacune, dans lesquelles il y a 14 logements, 3,5 au deuxième étage et 13 logements dans la maison 2, avec une salle polyvalente de 30. Et la phase 2, c'est deux autres maisons de 16 chambres avec, je vais aller vite, en résultat financière, parce qu'en bout du compte, l'attrait vient aussi de la capacité financière. Et comme on le mentionnait dans les données statistiques avec Denise, c'est vraiment l'objectif, c'est de rester dans de l'accessibilité financière. Fait que les loyers pour les chambres sur lesquelles on s'est basé comme résultat, au niveau de la liste financière, c'est 634 $ par mois, incluant l'électricité, chauffage, eau chaude. Participation maximale qui inclut à ce moment-là tout ce qui est les repas, la participation au coût des soins d'activité de vie, AVQ, c'est activité de vie quotidienne, AVD, c'est activité de vie domestique, les bains, ce que la personne a besoin ou n'a pas besoin, elle n'aura pas besoin de l'avoir, mais si elle a besoin, ça fait qu'une personne paierait 1 350 $ par mois par résident. Ceux qui connaissent un peu les prix dans les RI, dans les CHSLD, savent que c'est nettement supérieur. Puis l'idée du projet, c'est d'arriver vraiment avec une offre qui permet de le faire et de rendre ce projet-là accessible à vraiment une plus grande partie de la population.
Pour comment on réussit à le faire? Ben, grâce au programme de supplément de loyer. Le programme de supplément de loyer, c'est un des leviers que le ministère de la Santé ne peut pas utiliser, mais que nous, on peut utiliser dans un cadre d'un projet avec un OBNL, comme proposé. D'avoir au deuxième étage, on a mixité aussi avec un projet Axélogie pour ce qui est des logements du deuxième étage. Donc, une subvention à la construction qui permet de diminuer l'ensemble des coûts pour tout le monde. Et aussi de tenir compte des crédits d'impôt que les personnes de 70 ans et plus vont pouvoir avoir. Le coût du projet, phase 1, c'est 10,3 millions, 10,2, ça comprend tout ce qui est nécessaire, construction, etc. Et pour le soutien à la mixité du deuxième étage, je vais vite. Oui, ça va mieux vite, je pense. Vite encore, je vais passer les coûts de travaux, vous allez les avoir dans les mais peut-être juste retenir qu'au niveau des revenus d'opération, on l'a mentionné, le 6 a été mis on a rencontré 6 à 2 reprises, il y a une entente, on va avoir des revenus d'opération qui vont venir des loyers de versement de la clientèle, en lien avec le PSL qu'ils vont recevoir, ils vont pouvoir les aider à payer leur logement, payer une contribution des services, qu'on parlait tantôt, au total 1 350, et aussi une portion via le programme de subvention des organismes communautaires, PESOC, pour permettre à la Maison des Sages d'engager des intervenants plancher pour tout ce qui est AVD, AVQ, activité, tout ce qui est la présence aussi, sécurité, c'est principalement des préposés aux bénéficiaires, 24 heures sur 24, 7-7. Puis ça va être modulé selon l'intensité des soins que la clientèle en finale va être présente, va demander. Le délai de réalisation, 27 mois environ pour la phase 1. On appelle réponse du 6. Ouais. L'étape actuelle, on est en développement du projet, on est en train de faire le bouclage du montage financier avec la FIC. Et on est à la recherche évidemment d'aide financière pour contribuer au montage financier. Je ne sais pas si j'oublie deux choses. Facteur de succès, le projet pertinent, tant sur le plan démographique, sur le plan de besoin de clientèle, sur le plan des coûts. On bénéficie de beaucoup d'appui au projet. Très attractif comme projet, tant pour la clientèle, parce que c'est vraiment un projet à dimension humaine, et tant pour les employés, parce que là, on les met dans une mise en situation très stimulante et intéressante, beaucoup d'interaction, de la stabilité. Facteur de risque, c'est vraiment, il faut soutenir la capacité de développer ce projet-là de façon diligente, puis trouver le financement initial qui est sur lequel on planche actuellement. On a pu vous faire cette présentation-là grâce à la participation de plein de personnes que je ne dirais pas de Est-ce qu'ils ont répondu à votre question? Je peux prendre une ou deux questions si... oui, tu as 3 questions. Je vais aller avec Jenny. Bon, rapide. Jenny Duval, directeur général de la Société Alzheimer de la Naudière. C'est un très beau projet. Moi, mon questionnement, c'est une fois que la personne atteinte est passée de la phase TLC, trouble cognitif léger, à modéré avancé, puis qu'elle soit encore localisée. Fait que ça amène encore de la turbulence dans l'état de santé de ces personnes-là. Est-ce que vous y avez pensé? Ce que vous voulez dire, c'est que la personne passe d'un endroit à un autre, il va y avoir des ailes qui vont être attitrées vraiment avec des besoins, mettons, plus Alzheimer. Il va y avoir une aile qui va être attitrée pour ces personnes-là pour pouvoir qu'ils soient dans un environnement qui soit plus adéquat pour eux. Autant au niveau physique que psychologique, l'aile va être adaptée à eux. Dans le fond, il va vraiment avoir un côté d'aile qui va être adapté pour les personnes avec des troubles pas de comportement, mais avec l'Alzheimer et ces choses-là qui va vraiment être spécifique à cette aile-là. Fait qu'ils ne vont pas être relocalisés. La Saint-Jacques, qui est la résidence de la Québec, au prix Pavillon des Jardins. Alors, je vais y aller avec des questions. Ça va, Jenny, une question? Oui. J'ai 3 questions, pas plus, parce que sinon les autres n'auront pas le temps. Question rapide, réponse rapide. Vous allez me dire pourquoi? Pourquoi une demande de terrain au 6? En fait, l'intérêt, c'est que le CHRDL a un très grand terrain jusqu'à la voie de contournement. Et c'est pour faciliter le financement. Comme c'est le premier projet à démarrer, ça parce que je sais que vous levez les mains, là, la réponse est là. Qu'est-ce qui fait le PSOC dans ce genre de dispositif-là? Parce que c'est une subvention d'organismes comme ils vont payer la coordination, c'est ça? Au niveau du PSOC, c'est comme tous les projets qu'on réalise, c'est que quand on a besoin de services, un OBNL,
l'organisme communautaire. On fait une demande d'avoir des agents récurrents pour donner les services en question. Il faut que vous soyez accrédité. Oui. Dernière question. Parce que s'il y a d'autres questions, vous pourrez aller les voir après. Allez-y. Je voudrais surtout poser la question, est-ce que pourrait être admis dans ce projet-là un couple, et est-ce qu'il faut que les deux personnes soient atteintes ou une des questions, une autre question, c'est savoir est-ce que la personne peut finir sa vie, puis là, c'est pas... Oui. Ça n'a pas été dicté, mais la personne, si un couple arrive, c'est pas obligé d'être les deux qui soient avoir besoin de soins. Il faut minimalement une des deux personnes ait besoin au minimal d'un peu de soins. Puis la personne elle rentre et elle ne ressortira plus au moins jusqu'au décès. Dans le fond, si elle va pouvoir décéder, le soin va s'adapter. Je suis responsable de la congrégation des Sœurs des 5 heures de Jésus et de Marie pour la portion Québec-Acadie. Et puis, je suis accompagnée de M. Jean Robitaille, qui est notre conseiller dans ce projet de relocalisation. Donc, on va vous parler dans la minute. Et nous sommes aussi accompagnés de quelques autres personnes qui portent avec nous le projet au niveau de la congrégation. Et je tiens à souligner la présence de la coordonnatrice générale de la congrégation, Nicole Riberdy. Nicole Riberdy, c'est une Québécoise pure laine, mais qui vit la majorité du temps en France et en Afrique, puisqu'elle coordonne l'ensemble de la congrégation. Alors voilà donc, tout d'abord, je tiens à remercier les organisateurs de la journée de nous avoir invités à participer à ce dialogue collectif sur les enjeux et les défis des aînés actifs dans la Nodière. Je peux simplement vous dire que ça tombe bien à point, ça arrive à un bon moment, alors que depuis quelque temps déjà, nous, comme congrégation, nous questionnons un peu et nous réfléchissons sur comment voir l'avenir. Je ne sais pas si toutes les personnes ici connaissaient les Sœurs des 5 heures. Il y a quelque temps, pas très loin passé, on était dans pratiquement toutes les paroisses du diocèse de Joliette, soit dans la mission éducative, en enseignement aux différents niveaux, en pastoral, aux soins des personnes âgées et malades, dans des organisations communautaires. Mais avec le vieillissement de nos membres, bien actuellement, je dirais que la grande partie des Sœurs des 5 heures vivent dans la ville même de Joliette, et plus particulièrement à la maison Amélie Fristel, sur la rue Saint-Charles-Borromée, et à la maison sur la rue Flamand. Alors, je viens de vous dire le mot vieillissement. Alors donc, nous faisons vraiment partie des aînés de la Nodière. Les cheveux blancs le prouvent aussi. Alors, en effet, comme la plupart des congrégations religieuses au Québec et même en Occident, nous sommes à une étape charnière de notre histoire. L'heure est venue pour nous de gérer la fin de nos instituts, de les gérer avec la préoccupation, bien sûr, d'assurer le bien-être des sœurs jusqu'à la fin, mais aussi avec la préoccupation de se dire, eh bien, le faire en respectant la mission qui a été la nôtre et les valeurs qui découlent de cette mission-là. Concrètement, cela signifie se départir de la propriété et de la gestion de nos biens immobiliers. Comment le faire? Avec qui le faire? Pour qui le faire? J'emprunte un titre d'une conférence à laquelle j'ai participé et qui m'a beaucoup inspirée. On dirait un crépuscule, on dirait une aurore. Cette expression traduit bien l'esprit dans lequel nous vivons cette étape. Nous avons choisi de vivre cette étape de congrégation. Nous avons choisi de la vivre davantage comme une aurore que comme un crépuscule. On s'est dit, est-ce que c'est possible, tout en gérant la fin de l'Institut, est-ce qu'il est possible de créer du neuf? Et on s'est mis à rêver. On s'est mis à rêver d'un projet qui répondrait davantage à un besoin plus grand que simplement le besoin des Sœurs des 5 heures. Se pourrait-il qu'en rêvant notre avenir, que cela puisse convenir aussi à d'autres aînés de la région de la Nodière,
des aînés à faible ou modeste revenu qui pourraient aussi bénéficier de ce projet de relocalisation. Et je dirais qu'en novembre dernier, c'est pas tellement loin, il y a un signe de nos voisines, les gens qui connaissent bien cette rue-là, c'est Charles-Borroway, nos voisines, les bénédictines, qui sont des sœurs cloîtrées. Elles nous ont demandé simplement, est-ce qu'on peut terminer nos jours chez vous? Est-ce qu'on peut terminer nos jours avec vous? Et comme la collaboration entre les deux congrégations et l'amitié dure depuis plus de 100 ans, parce que les deux, on est à peu près 100 ans dans la région, on a accueilli leur demande sans problème. Et ce qui a été encore plus intéressant, c'est qu'elles se sont mises à rêver avec nous aussi d'un projet qui pourrait servir à la collectivité. Et leur terrain était magnifiquement avantageux pour penser un projet du genre. Alors, quelles sont les intentions de ce projet? Bon, je l'ai dit, premièrement, assurer le soin de nos sœurs jusqu'à la fin. Deuxièmement, créer un projet dans la lignée du rêve d'Amélie Fristel. Je vous présente une femme que vous n'avez pas connue, mais qui est la fondatrice de notre congrégation. Alors, au milieu du 19e siècle, dans son coin de Bretagne, près de Saint-Malo, Amélie Fristel, elle rêvait d'un grand jardin où elle pourrait accueillir les personnes âgées, les vieillards, le plus souvent abandonnés, et que ces vieillards-là pourraient retrouver un chez-soi. Ces vieillards-là pourraient être actifs en participant à l'entretien du jardin, ce qui leur donnerait aussi une raison d'être et de demeurer actifs encore longtemps. Donc, ça rejoint nos préoccupations un vieillissement actif. Alors, c'est là que nous avons commencé comme congrégation. On va probablement la finir dans le même sens. Donc, créer un projet dans cette lignée-là. Et ensuite, si on transpose pour aujourd'hui un projet semblable, c'est d'innover avec d'autres pour le mieux-être des aînés du milieu. Et au bout du compte, après nous, laisser à la collectivité lanaudoise et jolietaine un projet, un legs qui serait intéressant, qui serait vivant. Alors voilà les intentions du projet. Quelles sont les caractéristiques de ce milieu de vie? J'en nomme quelques-unes, les principales en tout cas. Je l'ai dit, recréer un chez-soi. On vient y vivre parce que les valeurs de ce projet collectif nous intéressent et parce que nous voulons y demeurer. Un milieu de vie pour des gens autonomes ou des gens en perte d'autonomie. Un chez-soi où on peut demeurer jusqu'à la fin, avec un continuum de services. Ne pas avoir à se déplacer 3-4 fois, comme on disait les gens de la FIC il y a quelques minutes. Un milieu de vie qui se veut une mixité d'espaces, des espaces privés, semi-privés. Jean, tantôt, entrera davantage dans l'aspect pratique ou technique. Moi, je vous donne un peu la philosophie du projet. Alors, donc, des espaces privés, semi-privés, communautaires et publics. Les particularités de ce projet, eh bien, par ce projet, nous souhaitons contribuer à la réalisation d'un milieu de vie communautaire qui intégrera diverses activités sociales et intergénérationnelles, bien intégrées au cœur de la communauté lanaudoise. Il représente d'intéressants défis et il veut s'alimenter aux meilleures pratiques qui se développent ici et ailleurs dans le monde actuellement pour les aînés. Un modèle de mixité, de cohabitation religieuse laïque à inventer. Religieuse laïque et contemplative laïque, ne pas oublier les dominicaines, mais à inventer. Les bénédictines. Et les bénédictines, excusez, je me trompe de nom. Donc, aussi, qui veut inventer et qui veut, je dirais, mettre en valeur la dynamique intergénérationnelle. Et ce matin, j'étais très heureuse quand j'entendais Mme Yvon dire il y a des endroits où on rêve d'un CPE pas loin de maisons de personnes âgées. Nous avons cette chance. Un CPE est prêt à s'installer sur le site avec nous.
Donc, ça fait déjà quelque chose de pas mal intéressant. Et ensuite, on peut penser aussi, la FIC a mentionné ça tantôt, quelques logements d'étudiants qui, pour un logement à moindre coût, peut s'engager à faire du bénévolat avec les résidents de ce milieu. Ensuite, une autre particularité, préserver des espaces de vie privés. Bon, particulièrement, je pense, adaptés à la vie monastique des bénédictines, afin qu'elles puissent, elles aussi, continuer jusqu'à la fin leur mission de prière et de présence et d'accueil au cœur du milieu joliétain. Elles y sont depuis plus de 100 ans. Alors voilà les principales particularités, pour faire rapidement. Je laisse Jean vous parler davantage des aspects techniques. Oui, tu l'as mentionné, un projet qui a plein de particularités, d'intentions. Dans son implantation comme telle, le projet viserait à accueillir environ, au départ, 120 personnes. 120 personnes, vous souhaitez un concept de mixité. Donc, au départ, une soixantaine de religieuses et une soixantaine d'aînés ou quelques étudiants et étudiantes, pour être des étudiants et des étudiantes, notamment du cégep. Le lieu d'implantation choisi, c'est sur le terrain des Bénédictines, donc dans un projet à la fois de conversion de l'abbaye actuelle, qui devrait être désacralisé. Le cloître, le concept de cloître va effectivement s'éteindre, mais on doit, comme tu viens de le signifier, préserver des espaces qui seront propres à la vie monastique des Bénédictines, alors que dans le cas des sœurs de la congrégation, vous serez en pleine mixité, que ce soit dans les appartements sous forme de 4,5, 3,5 pour des aînés qui viennent en couple habiter, qui sont en forme, pleinement autonomes, mais peut-être 5 ans, 10 ans plus tard, il y a des petits problèmes de santé qui arrivent, des enjeux de perte d'autonomie et qui pourront avoir accès à d'autres formes de lieux de vie, parce que, un peu à la même manière que le projet présenté précédemment, il y aura différents espaces. Donc, sur le terrain des Bénédictines, il y aura à la fois un usage du monastère, de l'abbaye actuelle, qui pourrait accueillir un certain nombre d'appartements et un certain nombre de fonctions communautaires dans le projet, et il y aura construction neuve de différents bâtiments. On entre dans les prochaines phases qui seront le design du milieu de vie. Mais ce que vous voyez au fond, c'est qu'on aura à la fois des studios, des 3,5, des 4,5 ou des chambres. Et donc, le concept de chambre réfère aussi à des services pour des gens qui sont en perte d'autonomie, semi-autonomes ou qui ont besoin de soins infirmiers. Puisque, de la même façon que ça a été énoncé dans le projet précédent, l'objectif, c'est d'avoir un milieu de vie qui, au moment où je choisis de déménager et d'aller vivre dans ce projet-là, c'est le dernier déménagement de ma vie. Mais c'est pas juste le dernier déménagement de ma vie, c'est que je vais construire mon chez-soi. Mon chez-nous, là, ça devient mon chez-nous. Alors qu'un des graves problèmes dans la société québécoise actuellement, c'est qu'en moyenne, à l'âge de 78 ans, un aîné va quitter sa maison et amorce un processus où, en moyenne, au cours des 12 années suivantes, il va déménager 4 fois. C'est pas cool, ça. Donc, c'est à ça qu'on cherche une réponse, que je pense tout le monde ici, participant au colloque, cherche des réponses. Partout à travers le Québec, les gens cherchent des réponses. Vous la cherchez avec d'autres aussi. Donc, comme ça a été mentionné, une approche avec une préoccupation de soins infirmiers qui seront offerts, des soins aux personnes qui seront offerts avec une attention aux personnes, puis à ce niveau-là, en tout cas, on veut saluer, puis on a le goût de travailler beaucoup avec le projet de la FIC et développer en collaboration avec le Gallo, parce qu'il y a la même philosophie d'inventer un nouveau mode d'organisation puis de dispensation des soins dans une approche plus humaine. Et aussi, préoccupation importante de la congrégation, tu l'as mentionné, Victorine, une qualité de service puis une équité de traitement pour tous et toutes, pour toutes les personnes qui vont habiter là, la même qualité de service, la même qualité de traitement, à un coût abordable. Donc, dans les mêmes horizons que ce qui a été évoqué dans le projet précédent. C'est pour ça qu'on va avoir plusieurs liens de connivence entre ces deux projets qui ont en plus les mêmes périodes de développement et de réalisation.
préoccupation importante, vous nous le rappelez. Préoccupation importante, vous allez vous installer. On le connaît tous un petit peu, le site des Moniales, mais en même temps, on ne le connaît pas tant que ça parce qu'il est cloîtré. Eh bien, tantôt, on parlait d'espace privé, d'espace semi-privé, d'espace communautaire, y compris d'espace public. Puis, je vois un ami de la ville de Joliette, M. Gagnon, du directeur de l'urbanisme, il y a des discussions qu'on a actuellement avec la ville de Joliette. Bon contexte ici dans une réflexion MADA, puisque l'enjeu, c'est que le terrain, oui, il y a un espace qui va être bâti, mais aussi, là, c'est que ce magnifique espace, il va maintenant être accessible aussi à l'ensemble de la population de Joliette. Ce terrain cloîtré depuis 1903, je crois, ou 1907, devient un espace ouvert, notamment sur les berges, sur le bord de la rivière, qui, je pense, la ville a des intentions d'étendre le parc. Alors, donc ça, c'est un volet public. Il y a une partie de l'espace qui sera disponible pour le public, mais votre préoccupation aussi, c'est que c'est un site magnifique. Alors, il va falloir que le bâti, que l'architecture de ce projet-là rende hommage à ce site magnifique. Alors donc, préoccupation d'architecture et de design écologique. Et à ce titre-là, on va travailler aussi avec les gens de la GRTQ, dont vous allez entendre parler tantôt, dans cette perspective de design, d'architecture d'un projet écologique. En même temps, le lieu, c'est un lieu qui sera un lieu de quiétude, un lieu de contemplation de la nature, un lieu qui a un espace aussi de diffusion artistique et musicale. Ça fait partie des préoccupations au cœur de vos vies. Quand j'ai rencontré les Moniales, elles me disaient, chacune d'elles jouait d'un instrument de musique. Une jouait du hautbois, une autre. Et ça, il y a l'orgue qui est dans la chapelle de l'abbaye, est un orgue d'une qualité magnifique. La chapelle elle-même pourrait devenir un lieu à usage multiple, dont un lieu d'expression artistique musicale. L'objectif, c'est de travailler avec le centre culturel. Le projet ne va pas devenir un producteur de spectacle, mais il pourra collaborer avec le centre culturel, avec le département de musique du Cégep. L'idée est de faire un projet qui sera en collaboration avec plein d'acteurs du milieu. Finalement, quant à moi, pour ma partie, puis ensuite je te laisse, Victorine, la conclusion. Tout ce projet-là, votre préoccupation aussi, sœur de la congrégation, c'est de dire, nous, on veut léguer un legs qui va être important. Au départ, vous serez une soixantaine à habiter, puis petit à petit, sur un projet qui accueillera 120 personnes. Donc, au départ, 50% religieuses, 50% de non-religieux, de laïcs. Mais avec le temps, évidemment, la population laïque va devenir plus importante. Mais vous voulez léguer ça à un projet qui va être sans but lucratif. Donc, un organisme sans but lucratif, une gouvernance démocratique, votre préoccupation est claire à ce niveau, qui va assurer la participation, une participation effective. Ça veut dire les gens qui vont habiter là, ou dans le cas des gens qui seront, où la santé est plus chancelante, des gens qui vont les représenter, qui seront actifs dans la prise de décision sur comment on vit dans ce milieu-là. Dernier élément, quant au caractère d'économie sociale de ce projet, une intégration d'autres activités d'entreprises d'économie sociale et communautaire. Le site, les bénédictines elles-mêmes ont eu pendant longtemps un immense potager. Ils ont des équipements aratoires pour travailler. Ça peut devenir un super terrain de jeu pour des projets de jardin communautaire, de cuisine collective, ainsi de suite. Entreprises d'insertion qui pourraient y être actifs. Alors, vous voyez un petit peu toutes les possibilités. Et comme tu l'as mentionné, Victorine, un partenariat qui est en train de s'officialiser avec le CPE Amis des Prairies, qui a obtenu des places, 70 places, mais qui ne trouvait pas encore de lieu pour les développer. Et là, c'est en train de se confirmer. Le CPE Amis des Prairies va avoir sa deuxième installation sur le site. Alors, donc voilà, tout n'est pas déterminé, tout n'est pas encore, mais quand même, il y a déjà pas mal de pas d'accomplis. Et c'est sûr que ce projet, bien, nous rêvons de le vivre en partenariat. C'est déjà d'ailleurs commencé. Je dirais que le partenariat, ça fait partie de notre histoire aussi.
Nous avons toujours privilégié et nous souhaitons travailler avec des groupes locaux qui priorisent des valeurs communautaires et sociales au bénéfice de la collectivité. Ça rejoint nos valeurs de participation à la création de milieux de vie plus humains. Alors donc, nous sommes déjà heureuses d'avoir établi des approches avec différents groupes que vous voyez ici. Il faudra ajouter le galop. On l'a comme inclus dans la FIC, on s'excuse un peu, mais voilà. Alors donc, oui, des partenariats avec ces différents groupes dont la philosophie nous inspire et nous incite à oser à notre tour. Alors voilà les grandes lignes du projet. Comme je dis encore, bien des éléments restent à réfléchir et à valider. Puis nous espérons que d'autres croiront à ce projet avec nous. Merci. Merci d'être là. Mon nom est Benoît Ferland. Je suis conseiller au développement pour la GRTQ. C'est ça, Éric devait être ici aujourd'hui, mais il y a un empêchement. Éric Simon, le directeur général de la GRTQ. Donc, rapidement, la GRTQ, ça veut dire l'Association des groupes de ressources techniques du Québec. Vous avez vu tantôt le Gallo, qui est un des membres de la GRTQ. En fait, il y a 25 GRT à l'échelle du Québec. Les GRT, dans le fond, veillent au financement et au développement d'habitations communautaires partout au Québec, afin de répondre aux besoins actuels des ménages à faible et modeste revenus. Donc, on parle de logement communautaire, on parle évidemment de coopératives d'habitation et d'OBNL en habitation. On le fait aussi en partenariat avec le réseau des coopérations des ESSAD, des entreprises d'économie sociale en aide à domicile, qui regroupe, je pense que ça a augmenté, là, 69 coopératives OBNL de services à domicile qui offrent des services. Plus de 60 000 usagers pour, entre autres, on l'a mentionné, dont la maison de la FIC, tout ce qui est activité à la vie domestique et aussi des activités de la vie quotidienne, ce sont des tâches, ce sont les principales tâches qu'on retrouve, là, qu'on parle de maintien à domicile pour les personnes âgées. Bon, on va faire je pense qu'aujourd'hui, ça a été nommé maintes et maintes fois, le défi du vieillissement et de l'habitation. En fait, je pense que la réflexion a débuté même en 2016, d'où le créneau, le Carrefour Action municipale fait partie de ça, puis on le voit, je pense que dans l'air du temps, le constat du vieillissement de la population, c'est partout au Québec et maintenant on ne peut plus le fuir, il est bien présent. Ça a des impacts dans toutes les municipalités du Québec à différents niveaux. Un des constats évidemment, c'est l'offre de logement pour aînés est peu diversifiée et souvent onéreuse. Quand on parle de RPA, de résidence privée pour aînés, en fait, le volet 2, le logement communautaire, volet 2 qu'on développe en axiologie, c'est considéré comme une RPA parce que maintenant, le gouvernement a mis ça un peu tout dans le même bateau, même si, dans le fond, les définitions et les objectifs sont un peu différents. Les RPA privés, leur premier objectif, c'est pas tellement de loger des personnes âgées, c'est de faire de l'argent. Et on se rend compte que les services, surtout à partir du moment où les personnes commencent à être un peu en perte d'autonomie, ce n'est pas payant. Donc, elles construisent principalement des résidences pour personnes autonomes. Et donc, quand les personnes commencent à perdre leur autonomie, soit physique ou cognitive, on se ramasse évidemment avec une problématique qui retombe dans c'est les familles et les gouvernements qui doivent s'en occuper. L'autre chose aussi, ça a été mentionné, la grande majorité des gens veulent demeurer à la maison, sont encore à la maison, souvent vont déménager. Pourquoi? Parce que le logement est mal adapté. La formule que j'utilise, c'est on dit que le logement devient hostile. Plus on vieillit, les 2-3 marches pour monter à l'étage, le bain, les escaliers, c'est ça, le déneigement, tout ça font que le logement devient hostile pour des personnes qui vieillissent, puis surtout si un des deux, un conjoint tombe malade, l'autre doit s'occuper de l'autre conjoint, et ainsi de suite. Donc, ça peut créer toutes sortes de problèmes, donc l'isolement. Puis, un autre élément aussi, c'est oui, le gouvernement, via les CLSC, les SAPA, le service d'aide aux personnes âgées, le ministère dit qu'ils vont s'occuper des gens à la maison, sauf qu'avec la multiplication des personnes âgées qu'on
qu'on voit présentement et qui va continuer à augmenter, ben, pour une infirmière ou une infirmière auxiliaire, d'aller de maison en maison, il va manquer de monde. À un moment donné, on va le voir, je veux dire, c'est impossible physiquement, même si le gouvernement avait les ressources financières de le faire, il y a juste pas assez de monde. Une personne sur 4 va avoir 65 ans et plus en 2031, donc la population active va diminuer énormément. Donc ça, c'est un des défis du vieillissement. Donc, encore une fois, au niveau du portrait, il y a aussi une question de perception négative par rapport à l'offre en matière de logement avec service pour aînés. Comme je le mentionnais tantôt, il y a soit les RPA privés qui ont un modèle relativement unique où les gens n'ont pas de mot à dire, c'est un concept, c'est un modèle d'affaires, on appelle ça le type hôtel avec des salles de cinéma, des salles de golf, des fausses plages, des salles à manger, mais encore là, ça vient avec un coût. Et ensuite, dans l'autre spectre, on a les ressources intermédiaires ou les CHSLD qui sont plus souvent des mouroirs que des lieux intéressants. Donc, il n'y a personne qui a envie de se ramasser là, puis quand les gens se ramassent là, c'est parce qu'ils n'ont pas le choix. Un autre constat aussi, c'est que le gouvernement, puis le Gallo l'a mentionné, le gouvernement se retire des immobilisations, les places en CHSLD diminuent, donc c'est vraiment réservé qu'aux cas les plus lourds. Et donc, encore une fois, ça ne crée pas un lieu de vie qui est super stimulant pour les personnes qui se ramassent là. Puis, étant donné que les coûts de construction des logements coûtent très cher, il y a juste, on le voit, il y a 5 grandes entreprises qui se partagent, je pense, 30% des unités et ça ne fait qu'augmenter. On voit que les projets, maintenant, c'est rendu 200, même à Montréal, tu trouves même à Granby 300 logements et plus. Donc, ça crée des tours ou des complexes d'habitation qui ne sont pas beaucoup à l'échelle humaine et où les gens ne sont qu'un numéro parmi tant d'autres à l'intérieur d'un projet. Ce qui fait que soit que les gens n'ont pas envie d'aller là, ou ils n'ont pas les moyens, donc les gens vont attendre souvent trop longtemps. Et là, il arrive un moment dans la courbe du vieillissement où si tu attends trop longtemps, il y a un effet d'accélération parce que les gens ne reçoivent pas les soins, il y a de l'isolement social, donc l'isolement, ça peut accélérer les troubles cognitifs, et même physiques, les chutes, etc. Donc, et qu'est-ce qui arrive? Les gens se ramassent à l'urgence, à l'hôpital, etc. Puis ça coûte très cher, autant pour les gens et pour l'État de devoir soigner les gens qui ont attendu trop longtemps avant de se reloger. Fait que nous, ce qu'on vise avec le projet, c'est de se loger autrement. Puis, un peu comme Jean et Sœur Boudreau l'ont mentionné, et comme l'Afrique, je pense qu'il y a vraiment une volonté, je pense, un peu partout au Québec, de vouloir trouver d'autres formes d'habitation pour les personnes âgées. Nous, la GRTQ, ce qu'on souhaite, c'est un peu, ça rejoint beaucoup ce que Jean présentait. Donc, c'est un véritable chez-soi, parce que les gens veulent vivre à la maison, mais quand on regarde un peu justement statistiquement, les gens ne peuvent pas rester qu'à la maison, parce que installer une rampe ou modifier une salle de bain pour qu'elle devienne adaptée, ça coûte très cher. Et des fois, même, ça peut durer juste 3-4 ans, puis après ça, il faut faire d'autres adaptations, puis ça coûte 50 000 $, parce que les gens n'ont pas nécessairement. Puis après ça, il faut revendre la maison. Donc, il y a toutes sortes d'enjeux liés à ça. On veut nous aussi offrir un continuum de services. Contrairement aux petites maisons, c'est que nous, on veut quand même permettre à des gens même complètement autonomes de venir y vivre. On ne gère pas d'autonomie. On va avoir vraiment une mixité de clientèle. On ne veut pas nécessairement cibler ça avec des gens qui ont déjà des heures soins. Parce que l'idée, c'est, encore une fois, il ne faut pas attendre trop longtemps parce que aussi le profil des baby boomers est différent de leurs parents. Moins d'enfants. Des fois, les enfants sont loin, donc ils n'ont pas nécessairement d'aide naturelle. S'ils n'ont pas de sœurs et frères proches, même si les frères et sœurs tombent malades ou les amis, on veut créer un milieu qui soit assez stimulant pour que les gens aient envie de venir, soient un peu plus proactifs et aient le temps de se refaire un tissu social avant qu'il soit trop tard, qu'ils soient obligés. Puis justement, des fois, ça peut causer de l'isolement parce que là, ils se ramassent dans un endroit qu'ils ne connaissent pas, ils ne connaissent plus rien. On veut aussi avoir une abordabilité durable parce que sous forme d'habitation communautaire, l'organisme propriétaire est là pour, dans le fond, il n'est pas là pour faire de l'argent sur le dos de ses locataires, mais d'offrir un service au meilleur coût possible et d'offrir un milieu qui va être riche, démocratique et ouvert sur sa communauté pour vraiment favoriser, dans le fond,
une vie dynamique et bidirectionnelle avec la communauté pour que le projet soit un peu en autarcie, refermé sur lui-même, comme on le voit présentement souvent. Les résidences pour personnes âgées, généralement, il n'y a pas de service autre que pour les résidents. Donc, nous aussi, on vise évidemment, c'est ça, ce qu'on appelle la CRAC, les gens qui sont trop riches pour le logement communautaire, parce que l'idée, on ne veut pas se substituer au gouvernement, donc le volet 2, les résidences pour les personnes à faible et moyen revenus sont encore nécessaires. On veut s'adresser justement aux gens qui sont trop pauvres pour les RPA traditionnels et qui ne sont pas nécessairement intéressés, mais c'est ça, qui sont trop riches pour le logement communautaire, et on veut éviter qu'ils s'appauvrissent, parce que, évidemment, les RPA traditionnels, quand ça coûte 2 000 $ pour un 4,5 sans service, pendant quelques années, sans la nourriture, sans les activités, des fois, les gens vont dilapider leur patrimoine financier, puis quand ils vont avoir besoin vraiment là, de leurs moyens financiers pour se payer des services, des médicaments ou de certaines adaptations, là, ils n'auront plus les moyens et ironiquement, ils vont se ramasser en pauvreté. Puis donc, c'est un petit peu aberrant de voir qu'est-ce qui se passe présentement dans le marché, parce que puis même les résidences qui offrent des services, on est rendu à 4 000, 5 000 $ par mois. Donc, on parle de 60 000 $ par année de revenus nets pour être capable de... Puis là, on ne parle même pas de niveau CHSLD, on parle de 3 heures semi-autonomes. Donc, puis évidemment, nous, l'habitation communautaire, nos valeurs, c'est ça, c'est un ancrage dans la communauté. L'idée, c'est de faire un réseau ancré, donc le projet soit bien ancré dans sa communauté pour répondre justement de façon durable aux besoins de la communauté. Donc, en le faisant avec la communauté, on n'est pas là à dire, voici la recette, puis on va travailler avec chaque municipalité, les groupes locaux, les acteurs locaux pour dessiner le projet qu'ils souhaitent avoir. Aussi, quand on parle d'habitation communautaire, c'est une prise en charge des résidents de leur milieu de vie. Donc, ils ont souvent voix au chapitre au niveau du CA de la gestion, puis pour être capable de sentir que tu as quelque chose à dire, que tu es capable de ton mot à dire dans la vie au quotidien, et que ce ne sont pas juste une entreprise qui dit voici ce que vous avez, puis si vous avez envie de faire un jardin communautaire, faire d'autres sortes d'activités, c'est ça sera libre là, à la vie, aux résidents locaux de le faire. Puis l'autre chose, évidemment, si on veut maintenir les aînés le plus longtemps possible dans leur domicile, possiblement jusqu'en fin de vie, là, dans la mesure du possible. Par contre, pour arriver à ça, évidemment, ça nous prend un partenariat avec le M3S. On a déjà commencé les pourparlers avec eux. Là, je vais vous présenter rapidement tantôt un projet pilote qui se ferait dans la ville de Granby. Fait qu'on on commence à être en contact avec le ministère et le CIUS de l'Estrie pour leur présenter le projet. Puis toujours un peu dans la même logique que les petites maisons où il y a du PSOC. Dans le fond, le gouvernement doit fournir des services. Les soins, on paye déjà des impôts, on a déjà droit à des services. Donc, plutôt que de faire des demandes d'AVQ ou de soins à domicile, ça serait d'avoir du personnel au sein même du projet qui pourrait donner les services aux résidents, et ce, en fonction de leurs besoins. Puis d'avoir aussi, justement, il y a une proximité, là, il y a une question de confiance. Si les résidents connaissent les personnes qui donnent les soins, il y a cette relation-là de confiance qui se développe. Puis aussi, on est capable de voir venir les problématiques. Si quelqu'un fait un ACV, puis qu'il est hospitalisé, que la personne revient, le plan de soins peut être donné par les gens de la résidence, et ainsi puis éviter aussi là, que ces personnes-là retournent à l'hôpital parce qu'elles sont renvoyées à la maison, puis il n'y a personne qui fait de suivi adéquat avec ces personnes-là. Puis comme je disais tantôt, vu que c'est un projet qui est dans chaque communauté, fait des exemples d'espace où on veut que ce soit ouvert sur la communauté, bien évidemment, il y a une salle à manger, parce que c'est sûr que ça fait un service de salle à manger. Peut-être des bistrots, café, mais qui est aussi ouvert à la communauté, qui peut autant desservir la salle à manger que les citoyens de la communauté pour qui puissent venir manger. Mais il y a aussi des salles communautaires qui sont disponibles pour les résidents, mais aussi pour les organismes de la communauté, des activités. Il peut y avoir une synergie. Les gens peuvent aller au café, après ça, organiser
d'organiser des activités le soir ou le jour, la fin de semaine, dépendamment, dans les salles communautaires. On travaille aussi avec l'Université de Sherbrooke, dans le laboratoire de Domus, pour réfléchir à intégrer de la domotique pour offrir un environnement qui peut aussi évoluer selon les besoins des résidents, parce je pense qu'on est rendu là, la domotique devient abordable, il y a un côté technologique, puis je pense que les baby boomers sont un petit peu plus tech-savvy que leurs parents, mais je pense qu'il faut aussi, c'est une opportunité qu'on a, puis je pense qu'il faut la saisir à ce niveau-là. Puis peut-être même, je pense que les municipalités aussi, comme on est ici pour les conférences MADA, les municipalités sont aussi sollicitées et peut-être ouvrir un autre tunnel de bibliothèque, peut-être une piscine municipale ou n'importe quel autre service qui pourrait être intégré à même le projet, encore une fois, dans l'idée d'assurer une ouverture sur la communauté, qu'il y ait des gens de l'extérieur qui viennent dans le projet pour profiter des services. Des commerces de proximité en économie sociale, des dépanneurs, peut-être même des ateliers un peu comme à Gatineau, des ministéries, d'artisanat, toutes sortes de services pour garder autant les résidents actifs, mais aussi en collaboration avec des écoles, des cégeps ou d'autres organismes locaux ou même des citoyens, amener faire des activités au sein du projet. Donc, rapidement, la structure, le fonctionnement. Comme c'est un réseau qu'on veut développer, il y aurait la création d'une instance nationale qui aurait la responsabilité de la propriété, mais en association avec un organisme local, ça peut être une coopérative existante dans une municipalité qui a beaucoup de ses membres qui vieillissent. Bon, là, moi, j'aimerais ça offrir une solution à mes membres, ils pourraient devenir partenaires du projet, il y aurait la gestion du projet et ils pourraient justement dire à leurs membres qu'ils pourraient aménager dans ce projet-là et aux autres citoyens de la municipalité concernée. Donc, puis au niveau du membership, on aurait des organismes porteurs du projet. Donc, l'idée, ce serait que s'il y a un projet ici à Joliette, un autre à Granby, un autre à Saint-Hyacinthe, il y aurait un CA qui serait composé des membres des différents projets. Donc, ça reste quand même une propriété collective. Même si, oui, le propriétaire, c'est pas exactement, mais indirectement, ils le sont parce qu'ils font partie de l'instance nationale. Puis, il y aurait évidemment aussi les partenaires nationaux comme la GRTQ, les ESSAD, même la FIC, pour aussi apporter du soutien au CA de l'instance nationale. Donc, différentes compétences rapidement, évidemment la gestion administration nationale, le financement. Un autre avantage d'avoir une structure nationale, c'est on veut créer un fonds national en capital patient pour financer l'ensemble des projets. Donc, ce fonds-là serait géré par l'instance nationale et viendrait financer les différents projets dans les différentes municipalités. Puis aussi, assurer une forme de qualité de service au niveau de la formation, la question des certifications, toutes les normes en lien avec la certification des résidences pour personnes âgées, les soins infirmiers, même le marketing. Puis au niveau local, évidemment, c'est la gestion, la location, la sélection des résidents et aussi la qualité de service local, la gestion des plaintes. Les partenaires, nous aussi, toujours, c'est le mot-clé dans ce genre de projet-là. Évidemment, les municipalités. Tantôt, les municipalités à qui on en parle sont toujours très enthousiastes par rapport à ces projets-là. Évidemment, le ministère de la Santé et par le fait même, les CIS et CIUS qui sont quand même une certaine autonomie par rapport au ministère, mais on aimerait ça être capable d'avoir une forme d'entente nationale avec le ministère, puis ensuite, localement, avec les CIS et CIUS, discuter des particularités, parce que chaque CIS et CIUS ont un peu différentes approches, différentes façons de faire au niveau du SAPA et des politiques aînées. En ce qui a trait au projet pilote de Granby, qui a débuté l'année dernière, Granby, le maire Pascal Bolin est très enthousiaste, ils vont nous donner un appui financier à l'acquisition d'un terrain et probablement un congé de taxes. Donc, on est en préparation de ça. Comme je le mentionnais tantôt, on est à discuter bientôt avec le CIUS de l'Estrie pour le partenariat et le financement des services. Une fois que ça va être fait, on va pouvoir, il y a quelques terrains qui ont été ciblés.
et là, faire une offre d'achat en bonne et due forme pour ensuite là, faire les plans de devis du projet. Puis on espère un début de projet en 2020 et une fin de travaux en 2022. Donc, puis merci, c'est ça, à toutes ces personnes-là qui ont travaillé pour le projet, autant de la structure nationale que pour le projet pilote de la Grande B. Question? Est-ce que c'est seulement pour les personnes autonomes? Non. Non, on veut. L'idée, c'est qu'on veut du autonome, les gens pas d'autonomie, semi-autonome. Puis ça va être un peu le défi là, d'être capable de bien lire un peu les besoins locaux, pour être capable d'avoir une mixité au niveau de ces gens-là, parce que j'ai visité la coopérative de la Brunante qui a été mentionnée ce matin, et il y a un enjeu où les gens ne veulent pas se voir dans 15 ans. C'est toujours ça, c'est un défi, la cohabitation entre les différents niveaux d'autonomie, parce que les gens, mais en même temps, c'est chez eux. Donc, ça va être un défi, mais on y travaille là, pour permettre à des personnes âgées de tout niveau d'autonomie de pouvoir y habiter. Madame? Question du jour. Oui. Monsieur, nous avons ici beaucoup d'immigration, question de religion et accommodement raisonnable. On va les avoir, ces problèmes-là. Ils veulent tous avoir leur chapelle, leur religion, les musulmans. Vous en avez ça? Parce que moi, je suis dans une organisation, ça fait 12 ans que je reçois ces gens-là, et il nous arrive beaucoup de questions et il faut s'accommoder. Tu vas en avoir aussi? L'enjeu des accommodements raisonnables, je ne sais pas si on va répondre. Oui, ça va. Oui, c'est sûr que. C'est pour ça, il va falloir en lien avec les besoins. C'est pour ça que l'habitation communautaire, on s'ancre dans les municipalités où on construit, puis ça va être à déterminer avec le porteur et les groupes locaux, puis voir justement comment on peut faire cohabiter différentes communautés. J'aimerais savoir, qu'est-ce qui ferait la différence avec le modèle du Havre Petit Village qui est à Repentigny? Le Havre du Petit Village, c'est un projet de 100 unités qui a été réalisé avec le programme Accès Logis Québec, qui est un programme pour des personnes en légère perte d'autonomie. Donc, plus de services, admettons, les gens ont besoin de services de surveillance ou de repas, alors que dans un projet comme celui-là, les services vont plus loin. On va au niveau des services de soins. On va aussi dans les personnes à la fois autonomes, en légère perte d'autonomie et plus en demande de soins. C'est ça, parce qu'au Havre du Petit Village, on peut être le conjoint qui a toutes ses habiletés avec la personne qui est en paix. Oui. Puis par rapport à ce projet-là, ici, on ne parle pas nécessairement du programme Accès Logis Québec. On essaie de développer une formule de projet qui va faire en sorte qu'on ne sera pas, comment je dirais, soumis à un programme où quand ça commence à diminuer ou qu'on a de la difficulté, on est plus capable de réaliser des projets. Il faut qu'on retrouve une certaine autonomie finalement par rapport à tout ça.